Chers téléspectateurs, recevoir mes salutations depuis vos différentes positions d'écoute. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre thème que nous avons commencé il y a quelques semaines et intitulé Comment financer son projet de création d'entreprise. Comme nous l'avons dit, le financement, c'est l'action par laquelle un organisme ou une personne privée alloue donc des fonds à huit tierces personnes dans l'objectif de soutenir son projet. Et nous savons que dans le rôle de financement, nous avons les institutions financières telles que les banques qui fournissent des capitaux donc aux consommateurs, aux créateurs, aux investisseurs pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour financer, pour pouvoir obtenir des financements, et plusieurs donc, méthodes, plusieurs manières sont utilisées pour avoir donc les ressources non financières. Donc aujourd'hui, dans la troisième partie, nous voulons parler de comment rechercher donc le financement. Et qui vous souviennent que nous avons déjà abordé dans la première partie les différents modes de financement. Et dans la seconde partie, nous avons parlé donc de l'élaboration du dossier de financement qui est un support, un document qui sert de communication entre les investisseurs et le créateur. Bon, une fois maîtrisé donc les modes de financement et l'élaboration du dossier de financement, nous allons maintenant aller voir comment il faut rechercher donc le financement. Quelles sont les manières à utiliser pour rechercher donc le financement, pour obtenir le financement donc pour son entreprise. Le financement étant l'ensemble des ressources financières, tant externes qu'internes, mises à disposition donc d'une entreprise et lui permettant d'avoir donc des moyens nécessaires pour réaliser donc son activité. Donc ainsi, dans ce sous-terme, comment financer son entreprise, comment rechercher donc le financement, nous aurons donc à parler alors des différentes méthodes, des différentes manières, des différentes stratégies utilisées pour rechercher donc le financement. Et il faut dire que ces méthodes, bien ces stratégies, ces techniques varient selon donc les caractéristiques du projet, l'ambition donc des promoteurs et également leur situation donc personnelle. Ainsi, donc, nous parlerons donc dans ce sous-thème comment rechercher le financement. Nous aborderons donc les trois techniques, les trois manières, les trois stratégies utilisées pour obtenir donc le financement donc nécessaire au lancement de son activité. Et les trois techniques sont la technique d'autofinancement, la technique de la levée de fonds et la technique de la demande de financement. Donc sans plus tarder, nous aborderons donc la première technique, qui est la technique d'autofinancement. La technique d'autofinancement, mais la stratégie d'autofinancement est encore appelée financement interne. Donc ce qui voudra dire que les associés, les promoteurs, les créateurs ne vont pas chercher donc des ressources extérieures, mais ils vont compter sur leurs propres ressources, leurs capacités financières pour apporter les ressources nécessaires donc à l'entreprise pour lancer ou bien pour démarrer donc son projet. Et on parle donc des apports des associés. On parle des apports des associés. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas d'aller chercher des ressources à l'extérieur, mais ils comptent sur leurs propres forces, sur leurs propres capacités financières, sur leurs propres ressources, et ils amènent donc ce qu'ils disposent pour constituer donc le capital social de leur entreprise pour démarrer leur activité. Et les différents apports qui sont effectués sont des apports en numéraire, c'est-à-dire des apports de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Et la deuxième catégorie d'apports, c'est les apports en nature. Et la troisième catégorie, c'est les apports en industrie. En ce qui concerne les apports en numéraire, il faut dire d'abord que pour effectuer ces apports, les associés donc partent de la souscription, c'est-à-dire ils font donc des engagements au moment donc de la constitution de la société. Ils prennent donc des engagements, ils font des promesses. Et après donc les promesses, ils vont passer donc à la libération des fonds qui constituent à transférer les sous de leur compte au compte donc de la société. Et après, donc les sous qui sont libérés vont être déposés donc sur le compte de la société. Il faut dire qu'au moment de la libération, lorsqu'ils veulent payer, ils veulent respecter leur engagement, et les sous, parfois, la société n'a pas encore de compte, donc les sous sont transférés dans les mains donc de l'associé dirigeant qui a été dirigé, donc, qui a été désigné de commun accord par les associés. On le confie donc les fonds et c'est à lui maintenant de
transférer ces fonds dans les comptes de la société ou bien de les confier à un notaire selon donc le cas pour que l'immatriculation soit faite et de l'entreprise soit faite. Parce que sans le dépôt des fonds, on ne peut pas donc procéder à l'immatriculation. Donc, et une fois l'immatriculation donc effectuée, et la société donc est ouverte, le compte de la société est ouvert, le compte bancaire de la société est ouvert, et après il peut libérer donc les surplus. Libération des surplus, c'est que lorsque ils font la promesse d'apport, ils peuvent ne pas amener la totalité et faire un paiement partiel pour démarrer les activités et après amener donc le reste. Et cela dépendra, tout cela est encadré par la loi et selon donc les différents types de sociétés. Donc les apports en nature, ce sont des biens matériels ou immatériels que l'associé donc peut apporter. Et ces biens sont évalués de commun accord avec les associés et un commissaire donc aux apports est inscrit donc dans les statuts. Et ces apports en nature, lorsque quelqu'un les fait, il reçoit des actions qu'on appelle des actions d'apport. Et en dehors de cela, il y a des apports en industrie qui ne sont rien d'autre que la connaissance, l'intelligence et les compétences que cette personne, que cet associé donc a et qui veut mettre à la disposition donc de l'entreprise. Et on n'arrive pas à l'évaluer. Donc ce qui fait que cet apport n'a pas une valeur qu'on peut incorporer au capital. Mais cela donne droit à l'associé qui a fait cet apport, cela lui donne droit de prendre part à des bénéfices, c'est-à-dire d'avoir une partie du bénéfice et aussi d'avoir donc le droit de vote. Seulement que et ce qu'on lui donne comme part de bénéfice, ou bien les droits de vote qui lui sont conférés, sont identiques à l'apporteur, à l'associé qui a fait le plus faible apport en numéraire. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la technique d'autofinancement. Il faut dire aussi que dans les entreprises déjà existantes et qui travaillent, la technique d'autofinancement se repose également sur la capacité d'autofinancement. Comme c'est une nouvelle entreprise, on se limite à ces trois apports. Et la deuxième technique, c'est la technique de la levée de fonds. Et la technique de la levée de fonds, c'est un processus de financement qui permet donc à de nouveaux actionnaires d'entrer dans le capital d'une entreprise. C'est-à-dire ces investisseurs, ils apportent leurs capitaux, ils apportent donc leurs ressources financières dans la société et en contrepartie, on leur donne des parts sociales, on leur donne des titres sociaux qui leur permettent désormais de prendre part aux bénéfices et au droit de vote. Et l'avantage ici, dans la levée de fonds, c'est que l'entreprise, ça permet à l'entreprise de disposer des fonds en capitaux, c'est-à-dire des fonds qui lui sont donnés, qui lui sont confiés et qu'elle n'aura pas à rembourser. Mais l'inconvénient, en fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a lorsqu'il y a levé de fonds, donc il y a des nouveaux actionnaires qui sont entrés donc dans la société, alors cela réduit les parts des anciens associés et également leur droit donc de vote. Et voilà donc l'inconvénient de la levée de fonds. Et il faut dire que la levée de fonds se déroule donc en trois parties, c'est-à-dire la première partie c'est la préparation. Et la préparation consiste donc à justifier l'utilité de la levée de fonds et à valoriser la société. La justification de l'utilité du fonds, c'est en fait quoi? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Quel est le montant recherché? Comment vous voulez utiliser donc cet argent que vous voulez prendre des investisseurs? Donc voilà comment il faut justifier l'utilité. Cela passe par le dossier de financement dont nous avons parlé dans la partie 2. La valorisation de la société, c'est une technique qui consiste en fait à évaluer la société et à déterminer la valeur nette, c'est-à-dire lorsque une tierce personne veut acheter, vient acquérir, veut reprendre la société à 100%, quelle valeur cette personne peut acheter. Donc cela permet alors de confronter l'actif et le passif donc, de la société, c'est-à-dire ses biens et ses dettes, de les confronter donc, à la réalité donc, du terrain, au prix du terrain pour déterminer sa valeur nette. Donc cela est très important donc, dans la technique de levée de fonds pour permettre donc, aux associés, aux investisseurs, ceux qui veulent mettre les fonds, cela leur permet de juger et d'apprécier le poids donc, de la société.
Et la deuxième étape de la technique de levée de fonds, c'est l'engagement. Au niveau de l'engagement, cela amène alors les promoteurs à trouver des investisseurs. Et il faut dire que dans la technique de levée de fonds, nous avons deux catégories d'investisseurs. Les investisseurs de fonds de démarrage, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les, les promoteurs, les créateurs d'entreprises, donc dès leur début. Et, la deuxième catégorie, c'est des investisseurs qui interviennent au moment donc, du développement, de la croissance donc, de l'entreprise. Et dans la première catégorie, qui est les investisseurs qui accompagnent donc dès l'amorçage, on a donc les business angels, on a aussi le fonds d'amorçage. Et ceux qui interviennent à la phase de croissance, bien à la phase de développement, on a donc le fonds de développement et les investisseurs en capital risque. Voilà, donc l'entrepreneur doit connaître ces différentes catégories et choisir donc la catégorie d'investisseurs avec laquelle il veut travailler. Et puis le deuxième aspect de la deuxième étape, c'est-à-dire de l'engagement, c'est négocier les conditions. Et la négociation donc, des conditions alors revient donc à déterminer en fait le capital, à déterminer alors la part sociale qui serait attribuée donc à chaque investisseur. Donc, et on va d'abord alors à ce niveau s'entendre sur la valeur de la société. La valeur de la société, il faudrait que le, le promoteur d'entreprise avec les investisseurs qui s'entendent sur la valeur de la société. Et de deux, le montant que les investisseurs veulent apporter, il faudrait qu'ils s'entendent là-dessus et également le nombre d'actions, bien le nombre de parts qui serait donc compensé, qui serait attribué donc aux investisseurs en fonction donc des capitaux qu'ils vont apporter. Et lorsqu'il y a cette entente entre les deux personnes, alors ils donc élaborent donc la lettre d'intention. Cette lettre d'intention prouve qu'il y a une première entente entre les deux catégories, entre le chercheur donc de financement et les apporteurs donc de financement. Et puis la troisième partie qui concerne donc la conclusion va se porter sur les due diligence, c'est-à-dire quoi? Après avoir après donc l'entente entre les deux sur les conditions et la lettre d'intention, les investisseurs vont maintenant poursuivre et approfondir leurs recherches sur l'ensemble du projet. C'est ainsi qu'ils vont encore mener des techniques d'audit approfondies pour pouvoir tester la véracité des chiffres qui sont portés dans le dossier de financement, mais dans le business plan. Et puis ils vont donc conduire encore des audits, des recherches pour pouvoir tester donc la véracité donc de ces chiffres et confronter ces chiffres donc à la réalité pour être sûr. Et dès que donc l'assurance, dès que ces recherches ont été favorables, alors maintenant ils établissent alors un pacte social qui définit les conditions juridiques, c'est-à-dire les parts qu'ils vont obtenir et les droits que ces parts leur confèrent. Et ainsi, donc la deuxième étape donc, de la conclusion va aboutir alors à la levée de fonds. Donc une fois que les deux diligences ont été favorables et qu'il n'y a pas donc de fraude, il n'y a pas donc de reproche donc à faire, alors donc le pacte social est établi et les investisseurs sont maintenant d'accord à attribuer donc et à apporter donc les ressources dans le capital social de l'entreprise. Donc on parle donc de levée de fonds. La levée de fonds, en fait, donc c'est l'arrivée, c'est l'introduction alors maintenant des ressources financières dans le capital social donc, de l'entreprise. Voilà donc comment la technique de levée de fonds fonctionne. Nous avons la troisième technique maintenant dont nous allons parler, qui est donc la technique de demande de financement. Et lorsque nous parlons de la technique de demande de financement, nous avons donc les regards tournés plus vers les institutions donc financières. Parce que la demande de financement aussi s'exprime
Et c'est une expression que l'on fait donc à ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc, en dehors donc, de la levée de fonds, il faut dire que la demande de financement est de façon expresse orientée vers les institutions financières qui jouent un rôle important dans l'économie de tout pays. Et nous voulons donc aussi donc, parler de comment cette technique fonctionne en trois donc, grandes étapes. C'est-à-dire quoi? La première étape, c'est les préalables. Lorsque nous voulons donc, lorsque l'entrepreneur veut faire recours à la technique de demande de financement, il doit connaître certains préalables. Certains préalables qui concernent quoi? Qui concernent l'objectif principal des établissements financiers. Il doit savoir que les établissements financiers ne viennent pas pour leurs bons yeux. Ils viennent pour pouvoir faire donc de l'activité. Ils viennent pour pouvoir donc faire pour pouvoir aussi faire des bénéfices. Il doit savoir que ces gens-là viennent, ils ne viennent pas pour prendre des risques. Donc, ce qui va les amener à prendre aussi les dispositions nécessaires avant même avant d'aller vers les institutions financières. Le deuxième point des préalables, c'est les précautions des établissements financiers. Avant d'aller vers les établissements financiers, les demandeurs de finances doivent savoir qu'il y a des exigences que les établissements financiers, que les structures financières, les institutions financières donc imposent. À savoir, par exemple, ils exigent un apport minimum. C'est-à-dire, lorsque vous voulez aller vers les établissements financiers, les banques pour emprunter, il faudrait que vous-même vous ayez un minimum, vous apportez un minimum dans le projet. Cela montre que vous avez confiance en votre projet et qu'il peut vous accompagner. Et puis, la deuxième précaution, en fait, c'est les garanties demandées par ces banques. Ces banques-là ne prêtent pas seulement en l'air, ils exigent toujours des garanties. Et la garantie, souvent, c'est la caution personnelle, c'est-à-dire vous apportez vos biens personnels comme garantie, ou bien des fois, ils sollicitent encore des co-garanties, c'est-à-dire une garantie institutionnelle. Ils demandent à d'autres banques de venir les accompagner dans cette opération de financement pour que les risques soient partagés. Et puis le troisième préalable, c'est que ces banques, avant de financer, ils observent, bien, ils étudient donc certains critères, tels que les ratios d'endettement, le taux de remboursement et du projet. Donc tout cela donc, est inscrit donc, dans le dossier de financement. Donc pour le promoteur ou bien le demandeur, il doit savoir qu'en rédigeant son dossier de financement, il doit mettre l'accent sur ces critères-là. Donc ces critères qui concernent alors les différents taux, les ratios de remboursement, les ratios d'endettement et puis les ratios de rentabilité. Et aussi, donc, il faut un bon ainsi, il faut donc un bon projet de financement. De même, les banquiers regardent aussi aux compétences et aux qualités des promoteurs. Donc voilà, de façon brève, les préalables qu'il faut connaître. La deuxième partie donc, de cette technique, il faut connaître les pièces constitutives, voilà, j'y arrive, les pièces constitutives du dossier de demande de financement. Lorsque on veut faire une demande de financement, il y a un certain nombre de pièces qu'il faut apporter. Et les pièces sont relatives donc à trois volets. C'est-à-dire les pièces constitutives relatives à l'entreprise elle-même. Donc les pièces constitutives relatives à l'entreprise elle-même. Là, nous avons les statuts, nous avons le registre de commerce et nous avons aussi donc le plan de situation. Il y a les pièces constitutives relatives au porteur de projet. Et ces pièces constitutives concernent la carte d'identité, c'est-à-dire l'identité, une pièce d'identité valide. Et après cela, il faut donc leur CV pour prouver donc leurs capacités. Et après donc les CV, il faut après donc leur CV, il faut également un avis d'imposition. Dans certains cas, il faut une justification donc, du domicile, par exemple attestation de résidence ou bien une facture de l'électricité ou bien de SONEL. Et nous avons après ça les pièces constitutives relatives donc au projet lui-même, c'est-à-dire le projet que on veut donc pour lequel on cherche de financement.
Et les pièces à ce niveau, il y a le dossier de financement du projet, il y a la justification des apports personnels, c'est-à-dire le relevé de banque, par exemple, qui montre que vous avez fait un apport personnel vous-même, ou bien également la facture pro forma, s'il s'agit un bien l'institution financière veut acheter donc à l'entreprise, vous amenez donc les pro forma et également donc les justificatifs de garantie. Donc voilà les quelques pièces qui constituent le dossier de demande de financement. Maintenant, après cela, le troisième point va parler des différentes étapes de financement. Lorsque on apporte le dossier de demande de financement à la banque, il y a trois étapes. Il y a des étapes par lesquelles ce dossier doit passer avant donc l'approbation, mais avant d'accorder donc le prêt. Et il est nécessaire que le promoteur ou bien que le demandeur connaisse ces différentes étapes. La première étape, c'est la préparation. La préparation, ça consiste à collecter les informations. C'est ça qui, c'est pas à cette étape, alors on reçoit le dossier de financement, on reçoit donc les pièces justificatives, on vérifie pour voir toutes ces pièces sont donc au complet. S'il en manque, on demande donc les pièces manquantes. Et après, une visite des lieux sur le terrain est faite pour pouvoir localiser et connaître réellement l'endroit où le projet doit se tenir et quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises. Et puis, après, il passe maintenant aux diligences raisonnables, c'est-à-dire des vérifications financières, des vérifications juridiques, des vérifications au niveau donc du projet et de l'entreprise pour voir s'il s'agit vraiment d'une entreprise, d'un projet qui est conforme aux réglementations. Est-ce que le projet donc est vraiment rentable? Est-ce que le projet est bien géré? Donc ils font toutes ces vérifications et maintenant, après ces vérifications, le chargé de compte, celui qui reçoit, avec qui le demandeur, l'entrepreneur discute, lui, il fait maintenant une proposition donc, de crédit sur la base des dossiers qu'il a reçus, des informations qu'il a reçues. Il fait donc une proposition donc, de crédit. Et la deuxième étape, avec cette proposition et les documents reçus et les pièces reçues, le chargé donc de compte amène maintenant tout le dossier au niveau donc, du service de crédit. Et là commence l'examen de la proposition de crédit. Et au cours de cet examen, des recherches approfondies sont effectuées. S'il y a encore des demandes, s'il y a encore des pièces manquantes, on peut exiger et on demande donc à l'entrepreneur d'apporter. Mais il faut dire qu'au niveau, à l'étape de l'examen de la proposition de crédit, c'est un échange, un entretien entre la banque et les demandeurs donc de crédit. Donc l'entrepreneur doit être prêt à défendre son projet devant donc, le comité afin de prouver qu'il maîtrise exactement ce qu'il veut faire. Et lorsque, à l'issue de ces échanges, si les résultats sont favorables et que les discussions sont concluantes, on passe alors à l'approbation de crédit qui constitue l'acceptation du dossier et la banque est prête maintenant à mettre le crédit en place. Donc c'est après cela qu'on demande à l'entrepreneur de passer donc pour la signature du contrat et également de remplir les formalités restantes. Ça dépend de chaque banque et une fois cela effectué, le crédit est mis en place et les fonds sont virés dans son compte. Donc voilà ce qui concerne la technique de demande de financement. Nous sommes en train d'aller vers la fin pour ne pas être trop long. Voilà, parlant de comment financer, comment rechercher donc le financement. Alors nous avons parlé donc des trois techniques, à savoir la technique d'autofinancement, et la technique de levée de fonds et la technique de demande de financement. Donc nous sommes pratiquement donc à la fin de cette dernière partie, de cette troisième et dernière partie de comment financer son projet de création d'entreprise. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Et une fois fini donc la procédure de financement et le financement obtenu,
nous allons désormais nous poser quelques questions, c'est de savoir comment lancer notre activité pour que cette activité puisse vraiment porter les fruits que nous projetons. Merci pour votre attention et à la prochaine.